Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Aujourd'hui, on s'attaque à la team DSM Firmenich NL Post ou Post NL, je ne sais plus c'est dans quel ordre. C'est-à-dire qu'avant, il y avait Intermarché, Circus, Venti, Gobert, Matériaux. Maintenant, c'est la DSM qui aura le nom d'équipe le plus long pour la saison, quoique Visma est quand même pas loin également. On va revenir sur la saison 2023 de cette formation. On parlera des coureurs à suivre. Pas mal de changements du côté des transferts et surtout une nouvelle approche dans cette formation, on a l'impression, pour peut-être marquer plus de points UCI. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu, qui vous allez suivre en 2024 dans cette formation. TikTok, le débrief des compétitions en direct, notamment le biathlon, et puis bientôt du côté de l'Australie avec le Tour de Nander. N'hésitez pas également, quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Le pouce bleu, comme ça permet de savoir si la vidéo vous a plu, et puis ça permet de la mettre en avant également pour les petits copains et pour l'algorithme de YouTube. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire également un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et on commence tout de suite avec cette vidéo. DSM en 2023, alors DSM en 2024 déjà le budget, c'est pas le plus petit budget du World Tour DSM, on est plutôt dans le milieu de paquet, alors plutôt dans la moyenne basse selon Pro Cycling UK, entre 15 et 25 millions d'euros, donc on est au niveau d'Alpecin, au niveau de Jayco Alula, dans les niveaux également d'Astana, de EF, de Cofidis, donc on est plutôt dans la moyenne basse, c'est-à-dire que vous avez la moyenne haute qui est entre 25 et 30, et vous avez la moyenne basse qui est plutôt entre 20 et entre 15 et 25 et 20 et 25, j'irais même un peu plus précisément. L'arrivée d'un nouveau sponsor qui va peut-être permettre encore d'étirer un petit peu le budget, vu qu'au moment où on se parlait, le sponsor de la Poste n'était pas encore arrivé. Donc je ne sais pas s'ils l'ont compté au niveau de l'estimation du budget du côté de Pro Cycling UK. Et ce qui fait qu'on voit quand même un changement un petit peu de stratégie dans cette formation qui misait énormément sur les jeunes coureurs et qui là, sur le recrutement, a décidé de récupérer soit des ex-coureurs qui avaient été performants, mais on sent qu'on essaie de récupérer un peu plus de coureurs expérimentés dans cette formation. Toujours le problème de garder ces jeunes coureurs, mais ça on le verra du côté des transferts. C'est dommage parce qu'ils forment très bien, mais ensuite ils perdent ces coureurs-là. Peut-être à cause d'un budget qui n'est pas assez conséquent, parce qu'on a souvent dit que c'était une équipe un petit peu radine au niveau des salaires par rapport à ce qui pouvait se faire du côté de la concurrence. Et ça s'est ressenti au niveau des résultats en 2023, parce que les résultats, ils sont pas exceptionnels. Ça a été beaucoup de coups d'éclat, régulièrement. Un Tour de France catastrophique. Tour d'Espagne, c'est presque le grand tour, ils s'en sortent mieux. Le Tour d'Italie, Leknessun qui prend quand même une belle 8e place. Et puis, il y a eu Merhofer, il y a eu Dainese également sur le Giro qui gagne une étape. Mais c'est vrai que leur Tour de France a été catastrophique. Il y a quand même pas mal de points marqués par Romain Bardet sur l'année. Ce qui leur fait du bien. Mais on voit que ça ne suffit pas parce que 17e avec 6123 points. On est plutôt dans la moyenne basse, il va falloir donc cravacher dans les années suivantes, surtout quand on voit que du côté d'Arkea on a récupéré Arnaud Démare, la concurrence se renforce, donc les adversaires se renforcent, donc il va falloir marquer des points, et quand tu vois également que Tudor va certainement marquer plus de points qu'en 2023, il va falloir à un moment cravacher en cette année de 2024, parce que l'année 2023, encore une fois, il y a un manque de résultats sur les grandes courses. Je dirais que DSM, ça ressemble un petit peu à G2R, c'est-à-dire c'est des équipes qui ont eu des très bons résultats, mais on sent que ça décroît depuis quelques temps, et comme comme AG2R qui est rejoint par Decathlon, on sent que là en 2024, on tente de lancer un nouveau projet, on tente de relancer quelque chose d'inédit pour avoir des bons résultats. Vous inquiétez pas, c'est le chat qui décide de faire sa petite crotte dans la litière qui n'est pas très loin, donc vous allez entendre des cailloux
pendant un petit moment parce qu'elle a décidé de gratter très très fort. Hein. C'est sa grande passion du côté de la litière. Donc pour revenir, ça va être très désagréable. Pour revenir à la DSM, du côté de la DSM, l'année n'a pas été exceptionnelle. Voilà, tout simplement. Mais en même temps, l'effectif n'était pas grandiose non plus. Donc vous ne pouvez pas s'attendre à un miracle de ce côté-là. C'est très drôle hein, de faire une vidéo avec un chat qui pisse à côté. Donc du côté de la DSM, oui, l'année a pas été facile, quoi, hein, l'année 2023. Mais en même temps, c'était compliqué de faire beaucoup mieux. L'effectif n'était pas non plus pléthorique. Il y a quelques coureurs qui sont un petit peu... c'est vrai que Van Duden, on l'a peut-être un petit peu moins vu qu'à quoi on pouvait s'attendre. Chris Hamilton, voilà, c'est pas non plus des coureurs exceptionnels. J'ai même envie de dire que Degenkolb, au final, il réussit un bon Paris-Roubaix. Donc, c'était difficile de faire beaucoup mieux. En fait, il leur manquait tout simplement des grands leaders. C'est vrai qu'à part Romain Bardet, c'est un peu calme derrière. Et puis, tu sens que Romain Bardet, il a envie d'autre chose maintenant, j'ai l'impression. C'est-à-dire que jouer le général, mais il a peut-être plus envie de jouer les victoires d'étape. Et puis, tu as des coureurs qui sont encore très jeunes. On dit Max Poul, qui en plus sont tombés en début de Vuelta. Donc, c'est vrai que c'est un effectif qui manque un peu de coureurs affirmés qui sont en capacité de marquer des gros points. Et c'est, je pense, qu'on a essayé un petit peu de faire en 2024, c'est de recruter des coureurs avec un peu plus d'expérience, parce que c'est ce qui manquait, et c'est ce qui manque, je trouve, cruellement à cet effectif. Ça serait même bien aussi de garder ces jeunes coureurs, parce que quand tu t'aperçois, Van Wilder, Marc Hirschi, par exemple, sont passés dans cette formation, là, Merhofer quitte l'équipe. Il y a plein de jeunes talents, il y a plein de pépites, mais souvent, elles ne restent pas. Krag Andersen, par exemple, qui est maintenant chez Alpecin. C'est un vrai problème, ça, dans l'équipe DSM. C'est la non-capacité à garder des jeunes coureurs. Et au bout d'un moment, ça commence à être un peu problématique, il faut bien le dire. On regarde tout de suite les victoires. Il n'y en a pas 150 dans l'année 2023 pour la DSM. Elles sont au nombre de 11, plus une victoire pour un coureur de l'équipe, mais qui n'avait pas le maillot de son équipe lors de sa victoire. Donc on commence avec cette victoire-là, qui était pour Lorenzo Milesi lors des championnats du monde espoir avec le contre-la-montre. On retrouve ensuite, donc, dans les victoires de cet effectif, Sam Welsford sur l'étape 6 et l'étape 7 du Tour de San Juan. Entre-temps, il y avait eu Marius Merhofer qui s'était imposé sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race face à Hugo Page. Sam Welsford remportait également le Grand Prix Cric-Lyon. Alberto Denese a remporté la 17e étape du Giro, mais après 2 mois de disette, sans victoire, sans grande réussite dans cette équipe. On allait ensuite au mois de juin avec le prologue du ZLM Tour pour Nils Sekov. Pavel Bittner devient champion de République tchèque espoir le mois de juin. La première étape de l'Arctic Race of Norway pour Dainese, mais après encore 2 mois de disette dans cette équipe. Puis Sam Welsford s'impose sur la 4e étape du René-Bouy Tour. Le contre-la-montre par équipe, 2 Tours d'Espagne dans des conditions difficiles. Ils avaient profité d'un ordre de départ avantageux. Et puis la 19e étape du Tour d'Espagne pour Dainese au mois de septembre, qui était la dernière victoire de l'équipe. Les victoires par saison, 11 victoires en 2023, 10 en 2022, 8 en 2021. Donc on voit qu'on est presque mieux que les années précédentes. 16 en 2020, mais grâce, il faut bien le dire, à Marc Hirschi. Il y a eu également un énorme Tour de France cette année-là. Et puis quand on regarde, on est assez loin quand même des statistiques à l'époque où l'équipe s'appelait Argo Shimano. 41 victoires en 2014, 30 victoires en 2011 et 2012 et 27 victoires en 2013. Donc on essaye, on voit, de repartir sur une nouvelle dynamique après des années où les résultats sont allés en décroissant. On se souvient également de la victoire sur le Giro de Tom Dumoulin. C'est vrai que ça fait depuis quelques temps que les résultats sont moins bons, tout simplement, dans cet effectif. Donc on essaye de retrouver un peu de dynamisme en 2024 et ça se voit du côté des transferts. On regarde tout de suite les transferts en cette année 2023-2020, enfin en cette année 2024, pardon.
Pas mal de départs. Donc on a Léon Henschke qui lui n'a pas trouvé de point de chute pour le moment. Nous avons Dainese qui rejoint la Tudor, Leknesund qui rejoint Uno-X, Arm Van Hoek qui rejoint la Lotto Destiny, Sam Wellsford rejoint la Bora, Hans Grohe, la Tudor a fait son petit marché avec Marius Merhofer, Marco Brenner et Florian Stork, plus Dainese, donc ça fait 4 coureurs. Widerberg retourne en Norvège chez Uno-X. Henri Van den Abele rejoint la Lotto Destiny, Lorenzo Milesi rejoint Movistar, et puis Frédéric Rodenberg qui lui rejoint une équipe néerlandaise de Team Copley Giant Store. Après, des résultats qui n'ont pas dû être en adéquation avec les résultats de cette formation. On rappelle cette formation, c'est que pour certains qui ne savent pas, qui est plus toute jeune, l'équipe, parce qu'elle a commencé en 2005. À l'époque, c'était Shimano Memory Corp. Il y avait Stefan Schumacher dans l'effectif en 2005, notamment. C'était majoritairement des Japonais et des Néerlandais. Ensuite, l'équipe s'est appelée Skill Shimano entre 2006 et 2011. On se souvient notamment de Clément L'Hotellerie qui était passé dans cette formation. Puis, en 2012, Project One Team for I pendant 4-5 mois avant de s'appeler Argo Shimano pendant la deuxième moitié de l'année 2012. Et puis ensuite, ça a été Giant Alpecin à partir de 2014, puis Sunweb à partir de 2017 et DSM depuis 2021. Donc ça fait partie quand même des structures qui commencent à être là depuis un certain temps. Parmi les arrivées dans cet effectif, le retour de Warren Barguil, qui était parti chez Arkea, qui revient dans l'effectif. Fabio Jakobsen, qui lui était chez Soudal Quickstep. Timo Rosen, qui lui était chez Jumbo Visma. Emil Lippins était du côté de la Lidl Trek. Il avait fait un bon début de saison 2023 avant de disparaître un petit peu. Bram Volten, lui, était chez Groupama FDJ. Julius Vandenberg, EF Education Easy Post. Gislen Reise était également chez Jumbo Visma. Et puis 3 coureurs qui étaient dans l'équipe de développement de la DSM. Patrick Eddy, Enzo Lenze et Frank Vandenbroek. Voilà, il n'est pas le Frank Vandenbroek, je pense que ça va se dire Frank Vandenbroek qui va remporter un tour, remporter la dernière étape du Tour d'Alsace par exemple. Et une étape du Tour of Kinky Lake dans l'équipe de développement. Il a même changé d'équipe en cours de saison parce qu'il était chez Adblock avant d'aller dans l'équipe de développement. Donc c'est vraiment un coureur qui intéresse cette formation. Il a remporté la Ronde de l'Oise par exemple et 9e de la Flèche du Sud. Donc dans les catégories jeunes pour ce coureur. On passe désormais donc à l'effectif 2024. Donc encore une fois, c'est l'un des effectifs les plus jeunes du World Tour. Même si on a quand même maintenant 9 coureurs qui ont plus de 30 ans, dont un qui a 35 ans ou plus depuis hier. C'est John Degenkolb qui a 35 ans, qui a fêté donc son anniversaire le 7 janvier. Romain Bardet, Patrick Bevin, Romain Cobon, Warren Barguil, Lippins, Rosen, Tusveld et Edmondson ont plus de 30 ans. On a encore énormément de coureurs qui ont moins de 25 ans. Niklas Merkel, Tim Naberman, Gislem Reise, Sean Flynn, Mathieu Dinam, Kevin Vermarke, Frank Vandenbroek, Enzo Leinze, Casper Van Uden, Tobias Lund Andresen, Oscar Only, Patrick Eddy, Pavel Bittner et Max Poul qui est plus jeune coureur avec 20 ans et 313 jours. Cet effectif, il faut que les jeunes performent. Ça c'est une obligation. Il y a très peu de coureurs qui ont entre 25 et 30 ans. Donc il y a encore beaucoup de coureurs qui ont besoin de prendre de l'expérience. Et puis moi j'attends de voir ce que ça va donner Warren Barguil. On a peut-être un peu progressé en montagne quand même dans cet effectif. Et puis à l'arrivée de Jakobsen du côté des sprints. Mais on n'a pas réussi à compenser tous les départs. C'est-à-dire Jakobsen compense Dainese, mais par exemple Merhofer, on ne l'a pas remplacé dans cet effectif-là. En montagne, on a Warren Barguil, montagne, on va dire peut-être sur un profil puncher. Allez, on va dire qu'il remplace notre ami Arm Van Hoek.
Sauf que bon, t'as Leknessoun et Wideberg, bah eux ils sont pas remplacés. Milesi il est pas remplacé également dans cet effectif. Donc c'est un vrai problème, je trouve, c'est qu'on compense pas totalement les départs et qu'on a beaucoup de coureurs jeunes. Il y a aussi, pardon, Bram Weltem qui arrive. Mais c'est vrai qu'on est sur un effectif qui est extrêmement jeune, encore avec peu d'expérience, et ça, on va voir ce que ça va donner sur les premières courses de la saison, mais ça va peut-être être, compliqué pour marquer beaucoup de points au niveau UCI. Et ça, c'est un petit peu le problème. On regarde tout de suite les coureurs à suivre. Le premier, c'est Fabio Jakobsen. Bah oui, parce que l'année 2023, elle est en retrait par rapport aux 2 saisons précédentes. Il y a eu quand même des victoires, mais c'est vrai que sur les grands tours, ça n'a pas marché sur son Tour de France et encore moins après sa chute à Nogaro, où il n'a jamais réussi à se remettre de cette chute lors de l'étape numéro 4, lors de l'approche du sprint, mais même à Bayonne, c'était déjà pas fou. C'est dommage parce que sur le Tour de Belgique, il prend 2 victoires, une victoire également sur le Tour de Hongrie, une victoire également sur Tirreno Adriatico, une victoire sur le Tour de San Juan. Mais c'est vrai que l'année a pas été suffisante. Ça fait partie des coureurs qui ont quitté Soudal Quickstep assez tard. C'est-à-dire qu'on pensait peut-être qu'il allait renouveler quand même chez Soudal Quickstep. Et puis avec le projet de fusion, ça fait peut-être partie des coureurs qui ont pris un petit peu peur en se disant bah, si ça se fait, je vais peut-être pas être conservé par la Visma, qui a aussi des sprinters. Et donc il s'est dit bah DSM me propose un statut de leader. L'avantage de la DSM aussi, c'est que je sais que je vais être leader du côté des sprints et que je vais pas être trop embêté par les coureurs qui jouent la montagne. Parce qu'il aura des opportunités pour jouer le sprint, il aura quand même des coureurs avec lui. Donc ça c'est intéressant. Il fera Giro Tour comme Bardet. C'est assez surprenant, mais voilà, on sent que dans cette équipe, on va miser énormément de Giro Tour. Peut-être que Barguil fera Tour de France Vuelta par contre, au niveau de son programme. Mais ouais, c'est intéressant de voir comment ça va se passer du côté de Fabio Jakobsen sur la saison. Mais forcément, on compte sur lui pour marquer des points. Parce que ce sont des points importants. Pardon, ça va pas vouloir s'afficher parce que je pense que ça remouille un petit peu sur mon ordi. Mais il a marqué quand même des points dans l'année 2023 au niveau UCI, donc ça c'est intéressant. Je poursuis avec Oscar Only, contrat jusqu'en 2027. Pour moi, c'est l'un des jeunes les plus prometteurs de cette formation. Alors c'est dommage, c'est son tour d'Espagne parce qu'il abandonne dès le 2e jour alors qu'il avait le maillot de leader. Je crois me rappeler où il avait un maillot distinctif ce jour-là. 4e et 5e de 2 étapes sur le Tour de Pologne, également 2e de l'Alpe Isère Tour, 6e du Tour de Hongrie. Il prend également la 12e place du Tour de l'Algarve. Ça reste un coureur jeune, mais pour moi ça reste un coureur qui est très prometteur. Oscar Only et on lui fait confiance chez CDSM. Puis moi je me souviens encore de sa 3e place sur la Crorès en 2022. À l'époque, il était dans l'équipe de développement. C'est vrai qu'en 2023, il devait continuer dans l'équipe de développement et puis on l'a mis directement dans l'équipe 1 parce que on s'est aperçu que c'était peut-être la meilleure chose à faire. Donc j'attends du progrès dans les résultats en 2024 pour un coureur qui, je pense, pourrait faire des très bonnes choses. Pourquoi pas à partir de 2025, 2026 et permettre à cette formation de marquer des gros points. Parce que c'est l'objectif, c'est encore un coureur qui est très jeune, 21 ans, donc il va encore progresser dans les années à venir sur un profil grimpeur, coureur de course par étape. On continue avec Warren Barguil, 32 ans, passage on se souvient chez Argos entre 2012 et 2017 dans cette formation où il a obtenu des bons résultats, notamment 2 victoires d'étapes sur le Tour de France, le classement de la montagne, également 2 victoires d'étapes sur la Vuelta lors de cette période. L'année 2023 n'a pas été ratée pour Warren Barguil, mais on sent des résultats qui sont un petit peu moins bons et c'est vrai que retourner chez DSM va peut-être lui permettre de se relancer
pour un coureur qui... alors on a toujours un débat sur la chaîne entre moi qui pense que c'est un coureur qui est très bon sur les classiques et certains qui disent bah oui mais ses gros résultats aujourd'hui dans sa carrière il les a plutôt obtenus sur des courses par étapes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Warren Barguil, pour moi, il avait besoin de changer d'air. C'est vrai il était allé chez Fortuneto. Chez Fortuneto, ça n'a pas forcément été facile parce qu'il a fait grandir l'équipe en termes de professionnalisme. Il a permis aussi à l'équipe de marquer des gros points. Il a fait encore des classements généraux, hein. Je me souviens de sa 9e place sur le Tour de France, notamment, parce qu'il ne faut pas croire que ça a été le néant en termes de résultats, mais là je crois qu'il avait envie déjà de retourner dans une équipe étrangère, et puis ouais, il avait envie de marquer des gros résultats. Il avait pris la 10e place, j'avais dit 9e, c'était 10e en 2019, il a fait 14e. C'est vrai que l'année 2023 n'a pas été facile, c'était la première année depuis longtemps où il a enchaîné 2 grands tours, ce qui n'était pas forcément évident, parce qu'il ne l'avait pas fait depuis 2017, où il avait abandonné en plus le Tour d'Espagne cette année-là. Mais c'est un coureur qui je pense a encore des choses à montrer, Warren Barguil, et puis moi je pense que sur les courses d'un jour il peut faire des très bons résultats. Le retour à la maison va peut-être faire du bien. Romain Bardet, dernière année de contrat. Moi j'ai l'impression quand même de plus en plus quand je lis des interviews de Romain Bardet d'un coureur qui soit doit trouver un dernier défi. Dernier défi, c'est-à-dire aller dans une équipe où on le laissera un petit peu tranquille, genre Total Energy. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent lui proposer ça, mais j'ai l'impression d'avoir un coureur qui va prendre sa retraite. C'est-à-dire la manière dont il parle du monde du cyclisme, c'est de la manière dont parlait Sagan quand il a décidé juste après de prendre sa retraite, c'est la manière dont parlait Thibaut Pinot quand il a pris sa retraite, Juan Denis. On parlait également du cyclisme de la même manière sur les interviews en début d'année 2023 me semble-t-il. Je rappelle juste, tiens, en parlant de Juan Denis, parce que sur la vidéo des retraités, je l'ai enregistré 2 jours avant le drame avec la mort de sa femme. Et bon, pour l'instant, on attend de la justice fasse son travail, mais c'est sûr que les premières preuves sont quand même un petit peu accablantes pour Rohan Dennis. Mais voilà, j'ai enregistré avant. Si, j'avais vu qu'il était potentiellement impliqué dans cette affaire, je ne l'aurais pas mis dans les retraités de l'année. Hein, je voulais juste le signaler. C'est le problème quand tu enregistres, tu mets en ligne la vidéo. Voilà, des fois il y a des choses qui peuvent arriver entre le moment où tu enregistres et où le moment de la vidéo arrive en ligne. Du côté de Romain Bardet, la saison est en retrait par rapport aux années précédentes, ça c'est clair. Pour moi, déjà son Tour de France, bon, il abandonne, mais de toute manière, sur toute la première partie de saison, moi j'ai eu l'impression d'un coureur qui courait après la forme. Et ensuite, son Tour d'Espagne n'est pas catastrophique, mais il manque la victoire d'étape, je pense, la victoire d'étape en dehors du contre-la-montre par équipe qu'il était venu chercher. C'est fait qu'il fait 2e à la Rabelagua, 3e à Javalembre, c'est pas loin à chaque fois. Il échoue à pas grand-chose. Donc j'espère déjà qu'il y aura une victoire d'étape pour lui sur le Tour d'Italie, parce que c'est son objectif. Et puis s'il peut faire un gros résultat sur le Tour d'Italie, ça sera encore plus super. Le problème du Tour d'Italie, c'est qu'il n'y aura pas 150 opportunités en montagne. Et puis derrière, le Tour de France, pourquoi pas finir sur le Tour de France. Parce que c'est vrai que quand je lis les propos de Romain Bardet, alors déjà on sent qu'il est un peu orphelin de Thibaut Pinot. J'ai l'impression d'avoir un mec qui pense plus à la fin de carrière qu'à un futur projet. John Degenkolb, coureur qui lui aussi est dans sa dernière année de contrat. Je pense que son objectif c'est d'aller chercher Paris-Roubaix. Voilà, très clairement pour moi. Il était pas loin de faire un gros résultat sur Paris-Roubaix cette année. Et puis la saison est pas mal pour Degenkolb par rapport à l'année précédente 2022 et je trouve même par rapport à 2021 et 2020. Je trouve qu'il a fait des résultats qui étaient intéressants. Degenkolb, tu vois, 11e de Paris Tour, 8e des championnats d'Europe.
C'est un coureur qui n'avait pas fait ça depuis quelques temps. Il y a excellent Paris-Roubaix, fini 7ème. Bon voilà, après c'est sûr que c'est plus le Degenkolb qu'on a connu à l'époque où il était chez Giant. Ça c'est clair et net qu'il y a eu cet accident qui lui a coûté beaucoup dans sa carrière en 2016. Euh, Forcément c'est plus le coureur aussi performant qui a été à cette époque-là. Mais ça reste quand même quelqu'un que j'aime suivre parce que c'est un coureur déjà qui est toujours sympathique, un fan de Paris-Roubaix aussi, et vous savez ma passion pour cette course. Donc c'est pour ça que je suis de Gengol, et puis j'aimerais bien voilà, qu'il finisse voilà, sur Paris-Roubaix parce que c'est sa course. Tout simplement, c'est vraiment sa course préférée. De Genkolb, donc qui a commencé dans l'équipe Thüringer Energy Team en 2008 avec Marcel Kittel. C'est vrai que c'est un peu la particularité des deux, c'est qu'il a commencé avec Marcel Kittel et il a été aussi avec Patrick Gretsch, qui a été un coureur qui est passé chez AG2R, qui n'a pas eu une grande carrière, qui a pris sa retraite en 2016 assez jeune. Patrick Gretsch. Comme meilleur résultat, c'était le Tour d'Andalousie en 2012, une victoire. Il avait eu des résultats chez les courses jeunes, mais c'est vrai que dans les courses, on va dire, élites, ça avait été un petit peu plus compliqué pour Patrick Gretsch. Et puis, il y avait donc De Genkolb, Marcel Kittel, voilà, dans cette formation avec De Genkolb qui était devenu troisième des championnats du monde espoir à l'époque derrière Duarte et Simone Ponzi à Varese en Italie, et l'année où Cyril Gauthier fait 6 et Hervé Costa fait 5. Fabio Duarte qui est maintenant chez Medellin, voilà. Qui était dans le team Columbia mais qui a jamais qui a remporté la Copa Sabatini pardon, en 2012, mais qui est jamais arrivé dans les grosses structures européennes, hein. Ça a été c'est pas une grande réussite. Et Simone Ponzi, ouais, j'en ai aucun souvenir, mais en même temps c'est pas compliqué parce que surtout un rôle de coéquipier. Alors il a remporté des courses en Italie, mais pas des grandes classiques, hein, dans son palmarès à Coco. Je termine avec Gisele Reise. Gisele Reise chez Jumbo, c'est un petit peu une déception. C'est vrai que je me dis que là, dans une structure plus petite, c'est un profil grimpeur avec peut-être une chouille moins de pression sur les épaules, peut-être avec un statut également un peu plus important, parce que c'est vrai que chez Jumbo, quand tu arrives dans cette structure, il y a tellement de stars que c'est compliqué de faire son nid. Peut-être que ça peut le faire. Je rappelle dans son palmarès quand même, il y a la Ronde de l'Isère en 2021. Et il y a pas mal d'étapes en échappée sur le Giro en 2022. Il avait fini notamment deuxième d'une étape, quatrième du Tour de l'Avenir en 2021. En 2021 sur le sur la Ronde de l'Isère au général, donc au mois d'octobre, il finit devant Thomas Glog, devant Stone Mittet notamment cette année-là. Et sur le Tour de l'Avenir, où il prend la quatrième place, il est quatrième derrière Tobias Allan Johannesson, derrière Carlos Rodriguez et derrière Filippo Zanna, devant Hugo Tomir. Donc c'est quand même des noms qui maintenant sont dans le cyclisme professionnel, hein, et ont des bons résultats. Rodriguez, Zanna, Tobias Allan Johannesson aussi, même si pour l'instant il n'a peut-être pas les résultats en adéquation avec une victoire sur le Tour de l'Avenir. Donc vous savez, pour Gisele Reise, normalement, il a un profil intéressant qui peut permettre d'avoir un meilleur résultat que ce qu'il a eu pour le moment dans sa carrière chez les pros ces dernières années, où ça a été pas exceptionnel, vu qu'il a surtout eu un rôle d'équipier, et je pense qu'il voulait un peu plus un rôle de leader. Donc on verra ce que ça donne du côté de la DSM. Peut-être la grande révélation pour Gisele Reise en termes de résultats. Du côté du maillot, pas mal de changements. Avec l'arrivée de Post Enel, ce qui fait que c'est un maillot. C'est vrai que certains ont marqué sur Twitter, il y a un petit côté Milram, c'est pas faux, parce que la Milram, à une époque, il y avait du blanc et du bleu. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal à les différencier par rapport à Decathlon, à G2R, parce que bleu et blanc, c'est un peu ce qui m'inquiète. Après, il y aura quand même la ligne orange, peut-être que les casques également feront la différence.
Le maillot est original, donc moi c'est pas ce que je trouve le plus beau, mais au moins le maillot est original et le coup des deux lignes orange, c'est je crois c'est le courrier qui se distribue, il y a une connerie comme ça, c'est sur la distribution du courrier, donc c'est pour ça qu'il y a ces deux lignes orange sur le maillot. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!